Allez, donc on démarre avec la première question. Donc petit 1, comment fais-tu pour te déplacer, pour te retrouver sur le terrain? Alors, il faut savoir que sur un terrain de CC Foot, il y a plein de repères effectivement tactiques, tactiles et sonores. À la fois on se repère parce qu'on est habitué à jouer donc sur un terrain, on sait tout de suite spontanément avec les réflexes qu'on a développés, on sait tout de suite si on est plutôt en défense ou au milieu de terrain ou en attaque. Ensuite il y a des repères sonores, donc le gardien parle, le coach est au milieu de terrain sur le côté, il parle, et derrière le but adverse il y a le guide, pareil, qui nous oriente. Donc selon la zone où on se situe sur le terrain, on sait tout de suite où on est. Si on est au milieu, on va entendre la voix du coach. Si on est en défense, on va entendre le gardien parler. Et si on est en attaque, on va entendre le guide derrière la cage qui parle. Et ensuite, comme repère tactile, tout autour du terrain, le terrain est quadrillé par une barrière qui permet aux joueurs de ne pas sortir du terrain. Donc la barrière est au niveau de la ligne de touche des deux côtés. Et donc tout de suite, lorsqu'on touche la barrière sur le côté, on sait qu'on est à l'extrémité du terrain. Donc ces barrières qui encadrent le terrain nous permettent de rester dans l'aire de jeu. Et pour en revenir aux voix, question du sujet qui m'intrigue, est-ce que c'est pas trop compliqué de reconnaître toutes les voix, parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui parlent, parce que du coup il y a les guides et tout de l'équipe adverse qui parlent aussi, donc c'est pas compliqué de différencier toutes les voix? Disons que déjà, nous-mêmes, on est habitués, en tant que personne mâle ou non-voyante, à repérer les voix, parce qu'on a développé cette mémoire sonore, cette mémoire des voix. Et sur le terrain, on n'est pas plus perturbé que ça, même si c'est une question qu'on nous pose souvent, qui est récurrente, mais on n'est pas plus perturbé que ça, parce que sur un terrain, on est focalisé sur les personnes de notre équipe. Donc, moi, quand je suis sur le terrain, je ne m'intéresse qu'à mon gardien, qu'au coach et qu'au guide derrière la cage. Donc, le guide qui est derrière le but où il y a mon gardien, je ne l'écoute pas parce que c'est pas, si tu veux, c'est pas une zone de jeu où je vais l'écouter lui. Moi, c'est mon gardien que je vais écouter en défense. C'est pas le guide de l'équipe adverse. Donc, forcément, je suis tellement focus sur les voies qui m'intéressent et qui vont me permettre d'être efficace sur un terrain que je ne prête pas du tout attention aux voix des équipes adverses. Ok, d'accord, je vois. Ok, d'accord, j'ai compris. On passe à la deuxième question. Quel est ton parcours pour arriver à aujourd'hui, donc là, à où tu en es actuellement? Donc moi, je suis non-voyant depuis l'âge de 10 ans. J'en ai 27. Je fais du CC Foot depuis l'adolescence. J'ai appris l'existence du foot pour les mâles et les non-voyants à la préadolescence, à peu près à l'âge de 12-13 ans. Et j'ai commencé à en faire en compétition à l'âge de 15 ans, parce qu'au CC Foot, il n'y a qu'une division. Donc on joue contre les adultes et il y a donc un âge minimal pour démarrer en compétition. L'âge minimal, c'est 15 ans. Donc avant l'âge de 15 ans, moi j'en faisais juste en loisir et durant les séances d'entraînement. Et donc je découvrais la discipline, les règles, les phases tactiques, les phases de jeu, la technique. Je me suis vraiment construit au départ avant de pouvoir avoir le feu vert à l'âge de 15 ans pour démarrer en compétition. Donc j'ai démarré en compétition en 2008. Donc je joue au club de Saint-Mandé depuis pas mal d'années et en équipe de France depuis 2010. Donc avec Saint-Mandé, on a été champion de France en 2015. On a également fini deuxième du championnat l'année dernière. J'ai été élu meilleur joueur du championnat lors de la saison 2018-2019. Ça, c'est pour mon parcours avec Saint-Mandé, avec mon club. Et avec l'équipe de France, donc j'ai intégré l'équipe de France en 2010. Donc cette année-là, on a été 5e lors de la Coupe du Monde qui a eu lieu en Angleterre. On a fait 5e sur 10, ce qui a été une belle performance pour l'équipe de France à ce moment-là, puisqu'on commençait à avoir vraiment la naissance d'un groupe, d'un effectif. L'année d'après, en 2011, on a été champion d'Europe en Turquie. On a remporté la Coupe d'Europe contre l'Espagne en finale. L'année d'après, en 2012, on a été médaille d'argent lors des Jeux paralympiques à Londres. On a perdu en finale contre le Brésil, qui est la meilleure équipe en CC Foot. L'année d'après, en 2013, on a été médaille d'argent lors des championnats d'Europe en Italie. On a perdu en finale contre l'Espagne. Ensuite, en 2014, donc l'année suivante, on a fini 9e sur 12 lors de la Coupe du Monde au Japon, à Tokyo.
Ensuite, l'année d'après, en 2015, on a été cinquième de la Coupe d'Europe qui a eu lieu en Angleterre. Malheureusement, avec cette cinquième classe, on n'a pas pu se qualifier pour les Jeux paralympiques de Rio 2016 parce qu'il fallait être dans les 3 premiers. Nous, on a fini cinquième. Du coup, en 2016, ça a été une année blanche pour nous parce qu'on n'a pas été aux Jeux paralympiques. Ensuite, en 2017, on a été au championnat d'Europe à Berlin. On a perdu en demi-finale contre la Russie au tir au but. Donc, on n'a pas pu se qualifier pour la finale, malheureusement. Une demi-finale très frustrante pour nous parce qu'on a 3 balles de match sur la séance de tir au but et on n'en met pas une et on perd, malheureusement. Ouais, c'est rageant. Rageant, ouais. Ça, c'était en 2017. Ensuite, en 2018, moi, j'ai pas du tout joué de l'année parce que je me suis blessé. J'ai eu 1 an d'arrêt de football parce que j'ai eu rupture des ligaments croisés du genou. Donc, il n'y a pas eu de championnat pour moi. Ensuite, en 2019, ça a été une très belle année pour l'équipe de France parce qu'on a été à Rome pour les championnats d'Europe. Il y avait 10 équipes dans la compétition, donc 2 poules de 5. Et les 2 équipes qui allaient en finale se qualifiaient pour les Jeux paralympiques de Tokyo. Et donc, nous, on a eu le bonheur d'aller jusqu'en finale et on a eu la douleur de perdre en finale contre l'Espagne. Donc on s'est qualifié là pour les Jeux paralympiques initialement prévus en 2020 à Tokyo, mais décalé d'1 an en 2021 à Tokyo toujours. Donc avec l'équipe de France, on est en pleine préparation là pour les Jeux paralympiques. On a pas mal de stages, pas mal d'entraînements. Malheureusement, on n'a plus de matchs amicaux parce que avec la crise sanitaire, il n'y a plus de tournois pour l'instant, mais ça va reprendre bientôt a priori. Et on prépare avec l'équipe de France. Je dirais que on a 4 années importantes. On a cette année-là où on prépare les Jeux et on prépare aussi à moyen terme évidemment les Jeux paralympiques de Paris, sachant que le CC Foot sera bien sûr sur la compétition, mais l'équipe de France est automatiquement qualifiée. Donc on prépare ces 2 compétitions et je suis aussi ambassadeur pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Donc pareil, j'essaie de véhiculer des valeurs de partage notamment et de solidarité et les valeurs du sport, notamment dans les écoles, en disant aux enfants que le sport c'est bien, mais c'est encore mieux pour la santé. Donc voilà un peu pour mon parcours que j'ai essayé de détailler au maximum. Ok, d'accord. Bah, tu sais quoi, tu as répondu indirectement à la question 3 parce que c'était à quel âge êtes-vous arrivé en... Ah non, c'est à quel âge êtes-vous arrivé en équipe de France? Donc je suis arrivé en équipe de France en août 2010 à l'âge de 17 ans. Voilà, et là j'en ai 27, donc ça fait 10 ans que je suis dans l'équipe, sachant qu'il y a eu 1 an de césure, donc durant laquelle j'étais pas dans l'équipe, étant blessé. Ouais, oui, non, je me suis trompé. C'est la question 6 que tu as répondu indirectement. C'était quel est l'âge idéal pour commencer le CC Foot? Donc 15 ans, c'est marqué. C'est noté. En fait est-ce que 15 ans c'est l'âge idéal? Non, 15 ans c'est l'âge minimal. Après, vraiment, je dirais que pour être aguerri, à quel moment un joueur de CC Foot, on peut considérer qu'il a un bon niveau, qu'il est assez à l'aise? Parce que 15 ans, tu débutes. Mais c'est pas à 15 ans que tu as des repères, c'est pas à 15 ans que tu te frottes vraiment aux autres, c'est pas à 15 ans que tu es à l'aise sur un terrain. Je pense que je parlerai pas en termes d'âge, je parlerai plutôt en termes d'années de pratique. Je pense que c'est au bout de 3-4 ans qu'un joueur de CC Foot commence à être à l'aise sur un terrain, il a plus peur des contacts, il a plus peur d'aller au duel, il sait se signaler, il sait s'annoncer, voilà, il rentre plus dans les autres, il est vraiment à l'aise, il est vraiment un joueur apte à jouer vraiment dans des matchs de compétition et de haut niveau. Je pense que c'est au bout de 2, 3, 4 ans qu'on commence à être vraiment à l'aise et on commence à s'affirmer sur un terrain de CC Foot. Ouais, on parle pas d'âge, comme dirait un certain Kylian Mbappé. Question 4, du coup. Là, c'est une question un peu plus perso. Quel est ton joueur préféré actuellement? Mon joueur de football préféré, j'en ai plusieurs, selon les styles. Moi, j'aime bien les joueurs qui percutent, les joueurs offensifs, les joueurs qui marquent, les joueurs qui sont toujours dans la combativité, les joueurs qui essaient toujours de créer quelque chose. Ouais,
qui essaie toujours d'apporter un plus à l'équipe. J'aime beaucoup Raheem Sterling, le joueur de Manchester City. Le joueur, je dirais que c'est un numéro 9, un 9,5. J'aime beaucoup Agüero aussi de Manchester City. J'aime bien aussi Pogba de Manchester United parce qu'il percute beaucoup. On m'a souvent comparé à lui parce que j'aime beaucoup attaquer et défendre. J'aime beaucoup Mbappé dans le style où il percute. Voilà, c'est un peu ce style de joueur auquel je m'identifie. J'ai beaucoup aimé Steven Gerrard à Liverpool pour sa longévité, pour sa carrière au milieu de terrain. Voilà, j'aime beaucoup Neymar aussi qui percute, qui dribble. Ouais, j'aime plutôt les joueurs offensifs. Ouais. Et je sais qu'il y en a qui vont demander ça dans les commentaires, donc on va poser la question. Messi ou Ronaldo? Messi ou Ronaldo, c'est compliqué. Mon humeur est changeante régulièrement selon les performances des uns et des autres. Je trouve quand même que globalement, Ronaldo est beaucoup plus régulier. Il marque plus souvent, il est plus décisif, soit en marquant, soit en faisant des passes décisives. Il est plus décisif, il est plus régulier, il est plus constant. Messi, je trouve qu'il fait pas mal de coups d'éclat, mais il est moins régulier. Mon opinion, qui je préfère des deux, je sais même pas si j'en préfère un parmi les deux. Ouais, tu sais, j'aime beaucoup le foot. Après, j'ai pas forcément de joueur idéal, mais là, sur les deux, si je devais trancher, Messi quand même, parce que Messi, en fait, je le trouve tellement plus irrégulier qu'il m'étonne plus, qu'il me surprend plus que Ronaldo. C'est-à-dire que Ronaldo, pour moi, c'est plus une logique qu'il marque à tous les matchs. Alors que Messi, pour moi, c'est moins spontané qu'il marque à tous les matchs. Donc, quand il marque, je suis plus étonné, plus surpris. Ok, je vois. Messi, parce qu'il me surprend. Alors maintenant, question 5. Quel est ton meilleur souvenir en cécifoot? Mon meilleur souvenir en cécifoot, j'en ai plusieurs. Pour moi, un souvenir de cécifoot, c'est tout simple. Une séance d'entraînement. Quand on court, quand on se dépense, quand on donne, quand on marque, quand il y a des duels. Pour moi, tout moment de cécifoot reste des souvenirs vraiment importants, spéciaux. Après, ouais, j'ai plein de souvenirs. J'ai des souvenirs où j'ai marqué. J'ai un souvenir, par exemple, lors d'un match de Coupe de France de cécifoot où on jouait contre l'équipe de Toulouse. Il restait quelques minutes et j'ai marqué ce but où, à ce moment-là, on faisait 0-0. C'était un match assez équilibré. Voilà, il n'y avait pas forcément une tendance. Et là, j'ai marqué, puis on a gagné 1-0. C'était il y a quelques années. J'en ai un autre où j'ai marqué 2 super buts et on a gagné avec mon équipe lors d'un match de trophée Île-de-France. J'en ai aussi un autre où j'ai marqué contre l'Allemagne en 2015 où on a gagné 1-0. Ça, c'est un but qui a été très impactant parce qu'il a fait des millions de vues. Mais au-delà des millions de vues, il a permis à beaucoup de gens de découvrir le cécifoot et les performances d'une personne en situation de handicap. Après, j'en ai plein sur un terrain. J'ai plein de souvenirs aussi de vestiaires où on rigole, où on se taquine, où ça se chambre. Voilà. C'est moi, en fait. Pour moi, un souvenir, c'est une somme de moments. Ok, je vois. Qu'est-ce que l'Inja? Parce que oui, alors petite parenthèse, l'Inja, donc je me souviens plus même de ce que ça veut dire en vrai l'Inja. Institut National des Jeunes Aveugles. Voilà, c'est ça, Institut National des Jeunes Aveugles. Donc qu'est-ce que l'Institut National des Jeunes Aveugles, qui est un internat en gros pour aveugles, en gros, qu'est-ce que l'Inja t'a apporté en fait? L'Inja m'a beaucoup apporté. L'Inja, je dirais même, m'a tout apporté au niveau de mon quotidien, des outils, de l'adaptation. Donc il faut savoir que j'ai perdu la vue à l'âge de 10 ans. Et je ne sais pas du tout ce que c'était qu'être non-voyant, ce que ça représentait au quotidien, ce que c'était que le milieu du handicap visuel, les accessibilités, les adaptations. Donc lorsque j'ai intégré l'Inja à la fin du cycle primaire, donc en CM1, CM2, donc c'est à l'INJA que j'ai développé toute mon autonomie, mon indépendance. Donc j'ai appris à lire en braille à l'INJA, j'ai découvert le braille, j'ai découvert la canne, j'ai appris à me déplacer avec une canne blanche, j'ai appris à traverser les rues, j'ai appris à prendre les transports en commun, j'ai appris à grandir, à me forger un caractère, une personnalité,
avec mon handicap visuel, j'ai vraiment appris tous les rudiments du handicap. J'ai appris à faire le ménage en étant non-voyant, j'ai appris tout ce dont j'avais besoin au quotidien à l'INJA comme chez moi pour être le plus autonome et le plus indépendant possible. J'ai appris à utiliser mon téléphone avec la synthèse vocale, j'ai appris à aller sur internet avec la synthèse vocale. Non, j'ai vraiment tout appris à ce niveau-là à l'INJA. L'autonomie, l'accessibilité, l'indépendance, même si tout n'est pas forcément validé à l'INJA. Je trouve que l'INJA est un espace, est une école hyper importante. Je pense que l'INJA est un centre où toute personne mâle ou non-voyante devrait passer, ne serait-ce que pour quelques temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, mais je pense que c'est fondamental de passer par l'INJA pour ne serait-ce que se construire au-delà de l'intellect, se construire mentalement, se construire et surtout en apprendre plus sur son handicap. Et comment est-ce qu'on en apprend plus sur son handicap ? Non pas simplement en côtoyant des enseignants non-voyants ou des enseignants voyants, non pas simplement en côtoyant des instructeurs en locomotion ou en AVJ, mais aussi en côtoyant, ça peut être tout bête, mais en côtoyant des camarades mâles ou non-voyants. C'est tout bête, mais en côtoyant d'autres personnes mâles ou non-voyantes, on se donne des conseils, on s'entraide mutuellement, on s'aide mutuellement et on s'apporte. Moi, à l'INJA, j'ai beaucoup reçu de conseils venant d'autres mâles ou non-voyants et qui ont été aussi inspirants pour moi parce que ces gens-là, quand je les ai vus avoir le sourire, être heureux, être épanoui, ne pas baisser les bras, forcément, ça t'impacte. Forcément, ça t'oblige à aller de l'avant. Moi, en tout cas, je me suis inspiré de ces gens-là pour avancer, pour toujours être positif. Ensuite, moi, ce que je reproche à l'INJA, c'est que c'est un milieu où on n'est qu'entre nous. Donc forcément, il y a un truc qui ne matche pas, parce que étant qu'entre mâles et non-voyants au quotidien, au bout d'un moment, on tombe dans une routine et surtout, on ne côtoie pas de personnes voyantes. Et ça, je trouve ça vraiment dommage, parce que la vie, c'est une mixité, femmes, hommes, handicap, pas handicap, voyants, mâles, non-voyants, toutes personnes ensemble. Et là, la difficulté de l'INJA, c'est qu'on est qu'entre nous. Donc, au bout d'un moment, oui, quand tu es chez toi le week-end avec tes proches et que tu as envie de sortir, tu ne sors qu'avec tes proches parce que tu n'as pas eu le temps de tisser des liens avec des personnes voyantes. Donc, c'est un peu cette limite-là. Et l'autre limite de l'INJA, c'est qu'on est dans un milieu, dans un cocon. Donc, très souvent, les éducateurs, et moi je le dis et d'autres l'ont souvent dit, très souvent, les éducateurs tombent dans un contexte où ils nous surprotègent. Ils ont tendance à faire pour nous. Et donc, au bout d'un moment, l'élève qui était au départ autonome et indépendant, l'être humain, il est ce qu'il est. Si on fait pour lui, il est dans un confort et il va se laisser aller. Par exemple, il y avait un jeune, ça m'a toujours marqué, il avait 20 ans. Et tous les jours, ce jeune-là qui avait d'abord effectivement du mal à être autonome et tout, tous les jours, on lui servait son bol de lait. Forcément, lui, il était dans un confort, dans une routine, déjà qu'il avait du mal à être autonome. Là, le fait qu'on le serve tous les jours, ça va pas le pousser vers ses limites, et il va pas se dépasser, il va pas se dire, même si je vais en mettre à côté, c'est pas grave. Une fois, je vais me louper, mais la troisième fois, ça va aller mieux. Sauf qu'à l'INJA, non. On est plutôt dans un contexte où on va favoriser la réussite, d'accord, ça c'est bien, mais favoriser la réussite en faisant à la place d'eux. Ouais. Non, ça va pas vers le dos. C'est sûr que c'est pas... Ouais. Dernière question, avant d'arrêter l'enregistrement, parce qu'après j'ai d'autres questions en zone mixte à te poser. Est-ce que... moi, je t'expose ma situation personnelle à moi. En gros, moi, je n'ai pas de club, parce qu'en Bretagne, il n'y a pas trop de club de cécifoot, malheureusement. Et en fait, du coup, moi, je fais du foot, genre un peu devant chez moi, j'essaie de faire des passes. Par quoi tu me conseillerais de commencer pour débuter une carrière, entre guillemets, de cécifootballeur ? Il faut vraiment déjà que tu restes optimiste, que tu restes confiant, mais surtout que tu sois conscient qu'au départ ça va être difficile. Ça va être difficile d'avoir
avoir un niveau correct. Mais tout ça, ça passe par du travail, c'est comme tout. Et surtout, il faut pas que tu lâches l'affaire, surtout que tu es encore jeune, tu as vraiment, vraiment, vraiment du potentiel. Moi, si je pouvais de nouveau avoir ton âge, avec tout ce que j'ai compris et intégré jusqu'aujourd'hui, bah, si je pouvais de nouveau avoir 15 ans et redémarrer ma carrière de CC Foot, bah, il y a des choses que j'améliorerais, que je modifierais, mais surtout, je me dirais, mais purée, si j'avais 15 ans comme Ethan, franchement, je foncerais tout de suite. Et surtout, dès le départ, je resterais positif et confiant, mais vraiment, surtout, la base, c'est d'être régulier et d'être régulier aux entraînements. Ça, vraiment, s'il y a une chose à faire, c'est d'être à tous les entraînements, être mort de faim et être vraiment, mais à tous les entraînements, toujours avoir envie de jouer, de se dépasser, d'être meilleur que la veille et d'être positif. C'est pas grave si tu loupes 10 contrôles de balle, c'est pas grave. Si tu loupes 10 pénaltys, c'est pas grave. Si tu loupes 10 occasions, c'est pas grave. Mais juste l'envie de s'améliorer et d'être positif. Si t'as ça, et que tu démarres dans pas trop longtemps, sachant que je te donnerai des conseils, je t'aiguillerai et pourquoi pas, j'aimerais bien venir même m'entraîner avec toi, même de temps en temps, même si c'est qu'une fois par mois, par an, j'en sais rien, on pourra voir la fréquence, ou même pourquoi pas voir pour te faire venir sur Paris, sur des séances d'entraînement, des séquences, voilà, c'est des suppositions, mais si on peut t'accompagner, moi je te prends comme mon petit frère encore plus parce que tu es non-voyant et si je peux te donner des conseils et surtout que tu puisses progresser et surtout si tu t'entraînes et que ouais, tu te mets dans un état d'esprit où tu as envie d'apprendre, de progresser et de te dire que tous ceux que tu côtoieras sur un terrain de CC Foot connaissent tous plus que toi et tout ce qu'ils te donneront comme conseils positifs comme négatifs, bah que tu le prennes pour avancer. Même si on te crie dessus, même si on t'engueule, même si, peu importe ce qu'on te dira, moi il y a des fois, il y a des gens qui me pourrissent sur un terrain. Il y a des fois des gens qui me pourrissent, mais comparé à avant où j'aurais davantage réagi, je me serais énervé, je me dis, bah c'est pas grave. Je le prends, je retiens ou je ne retiens pas ce qu'il m'a dit, mais j'avance et je reste positif. Moi, je sais que franchement, à mon âge, là, à 15 ans, je pense que là, je sais moi que s'il y a quelqu'un qui vient me pourrir sur internet, je sais que franchement, maintenant, j'aurais du mal à garder mon calme et je lui dirais, mais toi, casse-toi, quoi. Enfin, voilà, il faut le dire. Parce que j'ai pas encore la mentalité pour esquiver et ça, je sais que je l'aurai peut-être plus tard ou je sais pas moi, mais pour le moment, je sais que franchement, esquiver, c'est pas mon truc. Non mais c'est normal, Ethan, t'as 15 ans, moi je t'ai dit ça, j'en ai 12 de plus que toi. Et Fabienne qui est plus âgée que nous deux, nous dira encore autre chose en disant, forcément, moi j'ai 27 ans, donc je suis plus mature que toi, t'as 15 ans, Fabienne est plus mature que nous, elle est plus âgée, donc forcément les erreurs que je commets aujourd'hui, c'est les erreurs que Fabienne a commises auparavant et qu'elle commet plus maintenant, tu vois. Donc moi, toi, à 15 ans, j'aurais agi, c'est même peut-être pire que toi, mais l'idée, c'est d'avancer, de grandir et de gagner en maturité. Et ce qui m'a permis de gagner en maturité, ça je l'ai pas dit auparavant, mais le sport m'a beaucoup aidé. Le sport m'a beaucoup apporté parce que le sport m'a permis de me faire une place dans la société. Ça je peux pas le cacher. Au travers surtout de mes performances aussi sur le terrain, mais aussi ce qui m'a apporté, c'est le fait qu'on croit en moi, mes coéquipiers, mes adversaires, mes proches, ma famille m'a beaucoup aidé aussi. Et le fait de gagner des compétitions, le fait d'être accepté par les autres, le fait d'être valorisé aussi par la société, ça m'a permis de gagner en confiance et en maturité. Ce que je te dis par là, c'est que j'ai 27 ans et je peux pas me comporter comme une autre personne qui a mon âge parce que je sais que j'ai forcément un impact sur les jeunes, je sais que j'ai forcément un impact sur plein de gens qui croient en moi, qui me soutiennent, donc forcément j'ai un état d'esprit où j'essaie d'être positif. Donc si je peux aussi te transmettre ça, ce côté où tu es positif, où tu gagnes en maturité, où forcément il y a des choses qui vont t'impacter aujourd'hui, Ethan, mais dans 5 ans, ces choses-là t'impacteront moins, et dans 10 ans encore moins. Tu es encore jeune, et ce que je te dirais, ne te mets pas de filtre. Voilà, laisse vivre tes émotions telles quelles. Si tu dois t'énerver, énerve-toi. Par contre, essaie d'apprendre de tes erreurs. Là, aujourd'hui, tu t'es énervé pour X ou Y raison. Le soir, quand tu es chez toi ou le lendemain, essaie de réfléchir en revenant sur ce qui s'est passé, en te disant,
qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux? Est-ce que j'aurais pu ne pas m'énerver? Est-ce que j'aurais pas pu réagir autrement? Tu vois, c'est cette réflexion post-action que tu dois avoir. Et par la suite, au lieu d'avoir une réflexion après coup, ce serait d'avoir une réflexion sur le moment. Mais oui, j'ai remarqué ça. Même avant, là, maintenant j'ai 15 ans, je me dis, bon, je réplique, mais au bout d'un moment, ça me saoule, je me barre moi-même, quoi. Mais je sais que quand j'avais 12 ans, franchement, aller me bagarrer, c'était pas non plus ce qui me déplaisait le plus, quoi. Ah oui, mais parce que tu avais 12 ans. Et moi, donc, est-ce que je peux dire mieux que toi il y a quelques années? Bah, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'à ton âge, je réagissais pas différemment que toi. Eh ben, L'important, c'est d'apprendre. bah écoute Yvan, merci d'avoir répondu à mes questions. Je te reprends juste de toute façon un peu après. Je vais couper l'enregistrement. Merci à tout le monde d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite, n'hésitez pas à commenter la vidéo. Puis moi, en plus, si vous avez des questions que moi j'ai pas posées pour Yvan, je lui les poserai pour vous. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager et à vous abonner. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. Et à bientôt.